c'est cool, je vois qu'il y a plein de personnes, il y a beaucoup de rédacteurs web et il y a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent, booster leur SEO de manière personnelle, donc c'est trop cool. Écoute, tu veux commencer? Je commence? Qu'est-ce qu'on fait? On peut refaire une grosse présentation, au moins pour le replay. Bonjour le Vas-y, replay, d'ailleurs. je te laisse, prendre la parole. Charlie Rouget, consultant SEO, j'ai créé ma boîte, en 2018. Au début, je voulais être agence web, mais finalement, j'ai arrêté la création de sites et je me suis focalisé que sur le plus important, à savoir, la visibilité. Et aujourd'hui, je suis en plein lancement d'un challenge, pour, booster votre, SEO. Très clair. Et de mon côté, je suis rédactrice web, freelance depuis 2 ans. Le SEO, je le connais parce que je le pratique tout simplement. Je le mets en place pour mes clients, pour booster leur visibilité. J'en parle aussi dans ma formation «Devenir rédacteur web», c'est un module à part entière, consacré au SEO. Et aujourd'hui, notre objectif, à tous les 2, pourquoi on s'est associés subitement? C'est, parce qu'on s'est dit que ça serait bien d'allier justement la rédaction et les erreurs qu'on peut faire qui vont impacter négativement, le SEO. Donc on a, listé 10 erreurs au total. C'est un programme assez ambitieux, je vous le cache pas. Ça va Et dépasser, c'est sûr. franchement, Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que quand on a commencé à en discuter tous les 2, tout de ouais, suite, toi, tu as eu l'approche rédactionnelle et mmh, moi, j'ai eu l'approche, technique directe. c'est ça. Et En ça fait, qui est finalement génial, que c'est que c'est vraiment complémentaire, les 2 métiers sont totalement complémentaires, quoi. c'est ça, la rédaction forcément, quand on veut publier un article, on rédige pour 2 personnes finalement, on rédige pour le Google, pour l'algorithme et on rédige surtout pour les personnes qui vont le lire et il faut pas négliger non plus les personnes qui vont lire, l'article et de toute façon maintenant, Google a compris qu'il fallait prendre, en compte justement, voilà, tout ce que va regarder un visiteur classique pour le prendre en compte dans le calcul, de l'algorithme et dans la mise en visibilité ou non de la page. Donc les 2 comptent et il Mmh. faut pas, privilégier l'un ou l'autre. C'est vraiment, Non, un ça va duo, totalement ensemble. voilà et c'est le duo qu'on forme aujourd'hui aussi finalement. Exactement. Donc voilà. Tu attaques avec les erreurs ou comment tu souhaites faire? On va attaquer, hein, de toute façon. Ouais, il Je va pense falloir que le les faire, gens hein. attendent que ça, hein. C'est ça, on fait Heu un teasing. je sais pas comment tu veux qu'on attaque ça, parce que c'est vrai qu'on s'est fait la liste. Ouais. On a dit on prépare pas de documents, on fait ça en format, discussion, parce que Mmh, moi, c'est ce que je trouve, qui apporte le plus de valeur. Parce carrément. que c'est vrai que faire des PowerPoint, c'est sympa, mais du coup, plus personne va écouter et tout le monde va regarder le PowerPoint. Ouais, donc écoutez-nous, C'est plus important. c'est ça. Heu Écoute, comme tu veux. Si tu veux, je peux commencer Vas-y. avec, Allez, vas-y. une 1er tips. OK. Alors, si je regarde à droite, c'est que j'ai pris mes petites notes, hein, vous inquiétez pas. Du coup, je vais commencer par, pour moi, l'erreur qui est la plus courante et qu'on retrouve le plus souvent, c'est, le bourrage de mots-clés. En fait, il y a quelques années encore, ça fonctionnait, hein. Il fallait, mettre, 100 000 de fois le mot-clé principal et puis, limite à toutes les phrases, quoi. Mais, Google s'est rendu compte que déjà, ça devenait illisible, tout simplement pour le lecteur et que ça se voyait que c'était trop gros, que ça apportait pas de valeur finalement puisqu'on privilégiait, le bourrage de mots-clés à la valeur qu'on va apporter au lecteur. Donc maintenant, Google pénalise carrément, le bourrage de mots-clés, donc ça ne sert plus à rien. Ce qu'on conseille, c'est donc évidemment de mettre son mot-clé plusieurs fois et surtout à des endroits stratégiques. On va le mettre dans le titre, on va le mettre, dans le chapeau, donc c'est la première partie d'un article. Donc je crois que c'est premiers 10 12 enfin bref, c'est un pourcentage finalement, mais c'est le chapeau, en gros, pour C'est faire ça. simple. Ouais. Ensuite, dans les intertitres, primordial. Alors pas tous les intertitres non plus, mais essayer de le mettre, plusieurs fois et tout au long du texte, tout simplement, de manière régulière. En fait, c'est la fréquence, ouais, la régularité, de l'apparition du mot-clé qui va compter. Donc on essaie de le répartir équitablement dans tout l'article. Je sais qu'il y a des outils qui vont vous dire, voilà, s'il y a suffisamment de mots-clés ou pas assez de mots-clés ou trop de mots-clés, justement. Mmh. Mais voilà un peu pour les tips et on évite les phrases, «Vous avez besoin d'une huile essentielle, je vous propose l'huile essentielle, de bergamote, qui est l'huile essentielle qu'il vous faut absolument». Enfin,
6 fois le mot huile essentielle dans Ah, 2 phrases, on c'est se trop. demande quel est le mot-clé là. Ouais, non, mais c'est ça. C'est- Deviner le mot-clé, on pourrait faire un jeu, tu vois, avec des phrases typiques qu'on retrouve parfois sur les articles de blog où on se dit, mais c'est pas possible. Ouais, 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 c'est Donc clair. voilà, c'était la première erreur. Et franchement, on peut en rigoler, mais c'est vraiment une erreur qu'on retrouve souvent. Enfin, quand je vais voir des articles qu'on m'envoie, surtout, parce que du coup, ils sont peut-être pas hyper bien référencés, mais qu'on m'envoie et que je lis, je me dis, mais ça, ça va pas Ouais, du ouais. tout, quoi. Ouais, et puis même pour revenir sur ce que tu disais à l'époque, il y en a qui faisaient le bourrage de mots-clés, Mhm. mais qui en plus le mettaient en blanc sur fond blanc. Et Ah, ça d'accord. passait. D'accord. Aujourd'hui, Google, ça, il le sait. Ouais. C'est-à-dire, il va le voir que c'est du blanc sur fond blanc, et là, il va faire non, 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 là, tu essayes de m'avoir, au revoir. Ça n'a pas fonctionné là. Non, non, Ben oui, c'est vrai, c'est une technique aussi que beaucoup emploient. En fait, c'est-à-dire que le visiteur ne va pas forcément voir, puisque ça va être blanc sur blanc, donc il ne va pas avoir accès au texte et il ne va pas voir qu'il y a un bourrage de mots-clés, mais on va le faire pour informer Google. Sauf qu'effectivement, c'est ça. ça ne fonctionne pas. Et ben moi, pour enchaîner sur le bourrage de mots-clés, je vais parler de rédiger pour Google. Parce que trop souvent, voire même, allez, on peut dire un bon 75%, rédige essentiellement pour Google et pas pour les gens qui viennent sur le site. Mm. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que Google, c'est pas lui qui va acheter ton produit, c'est pas lui qui va télécharger ton livre blanc. Celui qui va acheter ou télécharger, c'est le prospect, c'est le visiteur, c'est l'internaute. Donc, quand vous écrivez du contenu, écrivez-le d'abord par rapport à vous. Mettez vraiment votre côté humain, mettez du vous dedans. Et après, cherchez à optimiser un petit peu, mais commencez toujours par écrire pour vous. Ouais, et carrément, puisque quand on va écrire principalement pour Google, alors certes, au début, ça peut très bien fonctionner si on respecte toutes les règles techniques et on va arriver dans les premières pages. Le problème, c'est que quand le visiteur va cliquer sur votre site, il ne se sent pas concerné, ça l'intéresse pas, c'est mal rédigé, il va quitter directement la page C'est ça. dans les quelques secondes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc, il reste très peu de temps et il ne visite pas d'autres pages du site parce que ça ne l'intéresse pas, il n'a pas été convaincu. Et ça, c'est pénalisé aussi par Google. Ouais. Donc, vous allez arriver très vite dans les premières pages, mais vous allez repartir aussi vite dans les dernières pages. Donc, pas grand intérêt finalement. Alors, sur le nouveau Google Analytics, le 4, qui est en développement, là, ils ont changé un peu cette façon parce Ouais. que je pense qu'ils se sont rendus compte que le terme taux de rebond et le signal que ça donnait Mhm. était trop négatif. Donc, Ouais. en fait, ils ont inversé. Maintenant, ils affichent le. Alors, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, je ne l'ai plus en tête, mais en gros, c'est le non-taux de rebond. Ouais, C'est d'accord. c'est le pourcentage restant, quoi. Oui, c'est les personnes que tu as réussi à conserver et Voilà, à c'est faire. les personnes Ok. qui vont sur d'autres pages, justement. Ouais. Et ça, On je veut du trouve ça positif, beaucoup quoi. plus parlant parce que vraiment, ouais, voilà, là, c'est beaucoup plus positif. Et Mhm. c'est là où tu te rends compte que si tu n'as que 10% de personnes qui vont voir le reste de ton site, ouais, il y a vraiment un problème, quoi. Ok. Et ça, d'actualité, c'est-à-dire que quand on va sur Google Analytics, c'est déjà sous cette forme-là? Ou ça peut être Faut, encore la version faut ancienne? se créer un nouveau compte, en fait. Parce que D'accord, Google c'est pour les nouveaux Analytics comptes. 4, il faut recréer un nouveau compte. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de le faire dès maintenant parce que au moins enfin Analytics va commencer à reprendre des données parce qu'il repart à zéro en fait. Mhm. Mais faut pas se focaliser que sur le nouveau parce qu'il est encore hyper buggé. Donc Et là, ceux il est qui ont encore en des développement, quoi. Et ceux qui avaient des anciens comptes, justement, sur Google Analytics, ça va se faire automatiquement ou il y a besoin Non, d'une démarche non, de non, notre faut, côté? faut, faut vraiment créer une nouvelle vue sur Analytics. D'accord, ok. Bon, bah, je me le note, tu vois. Ouais. Pas à faire dans ma to-do. Ok. Bah, j'enchaîne avec la troisième erreur rédactionnelle qu'on retrouve aussi souvent. Donc là, je vais vraiment focus sur la rédaction. C'est la longueur. Alors, ouais, il y a souvent la longueur des articles. C'est la grande question. Quelle est la longueur idéale pour qu'un article soit bien référencé sur Google? Alors, on entend un peu tout et n'importe quoi finalement. Il n'y a pas Oui. de longueur, ouais, de longueur idéale. J'ai un peu regardé les études, on va retrouver du 1600, du 2000, on va même parler de 3000 mots qui me semble pour le coup énorme. Donc il n'y a pas de règle
type. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un minimum. Le minimum officiel, je crois, c'est 300 mots, mais c'est vraiment le strict minimum pour qu'il puisse être indexé, c'est ça? Une Ouais, question moi d'indexation? je pars plutôt sur 500 en général. Ouais. Bah, voilà, il y a ces machins, mais après pour apporter de la valeur, un minimum, je pense que voilà, l'idéal, c'est quand même arriver dans les 1000 mots, c'est Mmh. bien et ensuite, c'est vraiment à vous de voir. C'est-à-dire que si c'est un article où il y a une information et il y a pas besoin, de développer, outre mesure, bah, voilà, 500 000 mots, c'est très bien. Il y a pas besoin de rédiger pour rédiger et au final, vous allez perdre le lecteur parce qu'il y a plus d'intérêt à arriver au milieu de l'article. Ensuite, si c'est un article vraiment de fond et vous avez vraiment de la matière et vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez tirer, vous pouvez faire 2 500 mots et vous n'avez pas à vous, censurer ou à vous bloquer en vous disant: «Allez, c'est trop long, j'arrête». Non, s'il y a vraiment de la pertinence, on fait plus. Mais voilà, le maximum, on va dire enfin, l'idéal, on va dire, c'est entre 1000 et 2 500 mots. Après, ça commence à faire quand même beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir aussi. Si vraiment il y a matière et si c'est bien écrit, lâchez-vous. Mmh. Et après, il y a aussi la longueur au sein d'un article. C'est-à-dire que, les paragraphes ne doivent pas être trop longs pour des questions de visibilité, pour le visiteur, de lisibilité plutôt, Ouais, pour le ouais, ouais. lecteur et Google va prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'il conseille de ne pas dépasser, les parties, faire plus de 300 mots. Tu confirmes? Ah, Par, toi, tu vas jusque partie. 300. Ouais, Moi, je par recommande, partie. entre 100 et 150, entre deux sous-titres, quoi. Ouais, c'est ça et donc les parties, oui, c'est ça, c'est entre 2 sous-titres, donc 2 titres H2 ou H3 ou Ouais, H4, et cetera. Bah, déjà, c'est plus enfin, ça compte dans l'algorithme Google, mais en c'est beaucoup plus lisible aussi ouais, pour les c'est clair. lecteurs d'avoir des en gros, l'idée en rédaction web, c'est un paragraphe, une idée. Donc voilà. Après, si vous faites trop long, c'est soit que vous avez mixé plein d'idées et du coup, c'est plus assez clair, peut-être qu'il faudrait en faire une autre sous-partie, soit que, bah, vous partez un peu dans tous les sens et qu'il y a peut-être des parties qui sont, un peu superficielles finalement, qui C'est apportent ça. pas vraiment de valeur, à votre propos et donc vous pouvez, le supprimer, sans problème. Ouais, moi, pour revenir sur l'histoire du nombre de mots, total, Mmh. je prends toujours l'exemple d'une fiche produit. Ouais, Une fiche produit, si tu mets 2000 mots dedans, bah, merci, hein. c'est ça. Faut adapter aussi au support. Là, je parlais pour l'exemple de l'article de blog, mais Ouais, c'est effectivement, ça. une fiche produit, non, on va pas partir sur 2000 mots, même s'il y a de la valeur, non. L'idée, c'est d'être court, captivant, direct et d'inciter à vendre, en très peu de mots, finalement. Ouais, totalement. Donc, il faut adapter évidemment au support. Enfin, pareil pour une page d'accueil. Une page d'accueil, on va pas partir en 2000 mots. En général, Ouais, ça reste assez il doit y long, mais avoir assez les court infos aussi. importantes, quoi. Oui, voilà, c'est ça, C'est tout. les infos capitales. Donc, un minimum pour être référencé, mais adapté à ce que vous avez à dire et au type de contenu, finalement, C'est que ça. vous êtes en train Ouais. de créer. Voilà pour le Heu, tips 3. je pense qu'en 4, tu peux même enchaîner sur, les phrases, Allez, j'enchaîne. Oui, parce que parce ça qu'on va est dans ensemble. cette ouais, on est dans cette stratégie de la longueur. Donc, je vous ai parlé de la longueur totale, la longueur par paragraphe, mais il y a aussi la longueur par phrase. Ouais, qui est vraiment une longueur pour tout. En fait, pareil, il existe des études qui ont, montré qu'au-delà de 20 mots, une phrase devient non seulement difficile à comprendre, mais aussi difficile à mémoriser. C'est surtout une question de mémorisation. Et c'est aussi dernièrement une question, de fluidité du texte, que ce soit agréable à lire. Plus les phrases sont longues, plus ça devient compliqué à lire, compliqué à mémoriser et en plus de ça, Info Capital, il est beaucoup plus difficile de lire sur le web que de lire sur du papier. Ça aussi, Ouais, ça a été prouvé. On est plus long, plus lent et c'est plus complexe. Donc il faut aider au maximum le lecteur. Non seulement, à l'aider dans sa lecture, que ce soit agréable, que ce soit fluide, mais aussi, référencer votre site en faisant en sorte que les phrases soient courtes puisque c'est comptabilisé une nouvelle fois par l'algorithme. Donc, ce qu'on conseille, c'est de faire des phrases de moins de 20 mots, mais surtout de jouer sur la variété. Donc, faites des phrases très courtes, des phrases un peu plus longues. Il est possible de dépasser les 20 mots, mais il ne faut pas que, voilà, que ce soit la majorité de votre texte avec des ouais. phrases hyper longues, hyper descriptives, un peu littéraires finalement. La rédaction sur le web, c'est pas ça. La rédaction sur le web, il faut que ce soit punchy, il faut que ce soit court, il faut que ce soit dynamique et il faut que ce soit facile à lire. Donc, on privilégie les phrases de moins de 20 mots. Ouais, parce que bon, une phrase, 3 lignes, ça fait quand même pas Oui, mal, quoi. bah, non, mais là, après, on s'en sort plus. Après, comme je dis, si c'est une fois dans un article de 2000 mots, ça passe. Si c'est Ouais, toutes les c'est ça. phrases,
ça devient compliqué là. Je suis sûr que ça m'est arrivé, moi, au début, faire des phrases à rallonge et après, je repasse dessus, je les lis et là, tu fais waouh, on peut enlever la moitié. C'est ça, d'où l'importance de la relecture. C'est ça. Si soi-même on se relit et qu'on comprend même pas ce qu'on nous-mêmes on a écrit, alors je dis pas les personnes qui vont tomber C'est ça. sur l'article là. Ça va être compliqué. Voilà, c'était pour la question des longueurs. Je te laisse maintenant la suite. Eh ben, moi, je vais enchaîner du coup sur du plus technique. Parce que moi, je suis le gars chiant, je suis le gars technique, moi. Je suis le gars que personne n'aime. Euh, Non. je vais parler de la balise title, qui n'est pas à confondre avec le titre de l'article. Mm. La balise title, ça va être ce qui est affiché sur Google. Donc, c'est primordial, mais vraiment, ça doit être travaillé, mais aux petits oignons, parce que c'est un indispensable en termes de SEO et en termes de positionnement. Google, ça va être un des premiers trucs qu'il va lire. La balise title, c'est vraiment là qu'il va falloir mettre le mot-clé. Il va falloir aussi répondre à l'intention de recherche, parce que moi, ça m'est arrivé justement de faire un article et au final, je regarde dans le top 10 Google, l'intention de recherche qui est derrière ne correspondait pas à cet article. Mm. Donc dans ce cas-là, tu cherches à le remanier, hein, forcément, tu le retravailles. Mais, mais toujours vérifier, vous allez dans Google, vous tapez votre mot-clé, vous regardez le top 10, et là, vous analysez tous les titres. Et vous allez savoir si c'est plus de la liste. Alors, métatitre, ça n'existe pas. C'est title, justement. J'aurais pas dû mettre. T'as été Parce que perturbée. je vais répondre à toutes les questions sinon. Et en termes de longueur, donc il faut qu'elle fasse entre 60 et 65 caractères, parce qu'après, sinon, elle est tronquée. Mm. Voilà, que dire d'autre sur la balise title? Bon, je pense que c'est pas mal. Et du coup, est-ce que tu conseilles, parce que moi j'avais entendu ça, qu'il fallait donc rédiger un titre qui soit différent de la balise title, justement? Ça dépend. Ça dépend. Moi, ça m'est arrivé de le faire, mais ça m'est arrivé aussi de mettre un titre H1 que je considère très bon et qui convient pour le title. Donc, Ok, donc on peut très bien mettre le même titre, ça n'aura pas d'impact forcément non, sur vraiment les pas. sites. Ok. Et pareil pour ce title, donc il y avait une question on met le mot-clé forcément au sein du title, Ouais. il est recommandé de le mettre au début. Est-ce Oui, que ça joue vraiment sur le référencement? oui, ça joue quand même. Parce que Mhm. Google, de toute façon, il lit dans l'ordre, Ouais, comme tout le monde. Donc, forcément, s'il voit ton mot-clé dès le début, ça va forcément jouer un petit peu. ok. En fait, faut se dire qu'il y a tout qui joue, la Ouais. position des mots. Il y a un truc que j'avais lu, je crois que c'était Olivier Andrieux qui en parlait, sur le Paris-Dakar. Mhm. En fait, tu as une différence entre mettre Paris-Dakar collé Ok. et avoir dans ton texte, justement après, Paris et Dakar un peu plus loin. Ça va pas être Ok. pris pareil. Oui, parce que je crois qu'il y a une question que le mot-clé doit être, par exemple, si, parce que maintenant c'est un peu une habitude et une bonne habitude de faire plus des mots-clés, mais des long trains, ce qu'on appelle donc plusieurs mots pour le mot-clé principal de l'article. Et il faut que tous les mots qui composent cette long train soient placés dans le même ordre et pas C'est ça, séparés par d'autres mots. c'est Ouais. ça. Ouais, totalement. Ok. Si on Bon, prend bah, l'exemple de, allez, on va dire le mot-clé créer son site, eh ben, il faudra que ce soit créer son site, ouais. qui revient à chaque fois. Oui, tu peux pas mettre, par exemple, créer un bon site en pensant que ça va être comptabilisé comme le Voilà, mot-clé créer son site. non, ce sera pas. Alors, ce sera dans la même sémantique. Oui, c'est Donc dans le ça, champ c'est sémantique. important. Mm. Mais ce sera pas le mot-clé précis. Ok. Ok pour ouais, c'est cool pour cette title. Et oui, moi aussi, j'ai été attirée par par les commentaires. Ah, j'ai Et j'ai fermé du coup.
Non, parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant où il disait que le titre H1, c'était donc avec le mot-clé pour le contenu de l'article et que le title, c'était plus pour attirer les lecteurs justement à cliquer. Alors oui, effectivement, Oui, comme la méta-description, mais je crois que tu vas en parler après, ouais, l'idée, c'est vraiment d'attirer le lecteur à cliquer, lui donner envie de cliquer. Donc, il faut que ce soit un titre pertinent. Et je pourrais vous en parler des heures. J'en parle d'ailleurs en détail dans ma formation. Mais ça a aussi un rôle SEO. Et là, c'est vrai qu'on s'est focus sur le SEO, mais tu as tout à fait raison dans le sens où ça doit attirer et pousser au clic. c'est ça. Et bah, pour terminer quand même sur le title, il y a Ouais. aussi un principe de rédaction qui se fait et qui a été prouvé qui fonctionne, c'est écrire en camel case. Ah oui, je connais. Je Est-ce suis que toi, contente, tu le tu connais. pratiques? Bah, je le pratique pas tout le temps, mais c'est vrai que j'ai entendu dire que ça pouvait favoriser. Alors, moi, c'était pas en SEO, c'était plutôt en termes de rédaction et de clics, justement. Ouais. Mais si tu me dis que ça a aussi un impact sur le SEO, c'est top. Alors, pas sur le SEO, mais sur le clic, justement. Ah, d'accord, ok, Parce bah, que, on était d'accord. en fait, le camel case, le principe, c'est de mettre tous les mots du title avec une majuscule au début. Exactement comme dit Thomas dans le chat. Ah, C'est quand tu écris comme ça, avec une majuscule à chaque fois. voilà, Ouais, à chaque fois. il est trop fort, Thomas. Et donc, ouais, bah, j'enchaîne avec la métadescription parce que bah, Ouais. ça va totalement ensemble vu que Mm. c'est justement ce qui est affiché sous la balise title dans les résultats Google. La métadescription, elle a zéro impact sur le SEO. Il faut savoir ça. C'est, ça ne, si tu cherches à être positionné avec ta métadescription, bah, tu peux arrêter tout de suite parce que ça sert à rien. La métadescription, ça sert juste à rendre ton lien, ton positionnement sexy pour les internautes. Le but, c'est de les attirer, c'est qu'ils cliquent sur ton lien, quoi. Et ça, tu le fais en 150 caractères, quoi. Donc, c'est Et très, très court aussi, quoi. ouais, c'est hyper court. Et c'est hyper important que tu dises que ça n'a pas d'impact sur le SEO parce que souvent, tout ce qui est méta, on va dire, balise, que ce soit le title, la métadescription, l'URL, etc., on a tendance à penser que ça va pour le SEO parce que notamment, c'est indiqué dans Wost SEO aussi, le fameux onglet utilisé par beaucoup de personnes. Donc, on se dit ça a forcément un impact. Et en fait, non, c'est ce que tu nous dis. Alors, C'est surtout pour le taux de clic. le title, si. Oui, Le le title, reste, ça mais a un pas la impact, mais pas métadescription. la méta. OK. Et le fait qu'on te dise qu'il faut mettre forcément ton mot-clé dans la métadescription, est-ce que du coup c'est pertinent ou pas forcément? Ça peut être pertinent parce que tu vois, je dis, il faut mettre. Enfin, je parlais de 150 caractères. Ça, c'est ce qu'affiche Google avant de tronquer. Mmh. Mais on peut aller jusqu'à 300. D'accord. Donc, c'est pertinent de faire en gros deux parties, 2 fois 150, et de caser le mot-clé dans la première partie parce que bah, ça reste la plus importante, Mmh. mais de caser aussi un mot-clé associé dans la seconde partie parce que ça peut D'accord. tomber sur un autre terme de recherche, une autre intention. OK. Oui, puis j'avais aussi entendu cette histoire de 2 fois le mot-clé que je trouvais un peu lourd en 150 caractères, mais effectivement avec ta technique, 150 caractères, une fois le mot-clé, il est visible et peut-être, soit le mot-clé, soit une variante, dans les autres 150 caractères, ça me C'est ça. semble, ouais, C'est ça. déjà. Deux fois le mot-clé dans les 150, Ah ben oui, là, ça fait vraiment lourd. Bah, après, on retrouve dans ce bourrage, de c'est mots-clés ça. où On on retombe sur l'huile essentielle, là. ouais, c'est ça. Vous J'espère qu'il n'y a cherchez une huile personne qui en essentielle? fait. J'ai l'huile essentielle. C'est ça. OK, parfait. Bah, écoute, je sais même pas à combien on en est de tips là. 1, 2, 3 et toi, tu en as fait 3 aussi? Ouais, on doit être à 6. 6. Ah OK, c'est bon, le compte est bon. Parfait. Bon, bah, je vais enchaîner avec le 7e tips alors. Je vais retourner un peu, dans ce côté rédactionnel. Une fois que vous avez la bonne longueur, que vous avez mis, votre mot-clé, de manière, réfléchie au sein de votre contenu, on va parler de la voix passive. Alors, il faut savoir qu'une nouvelle fois, Google, prend en compte dans son petit calcul la lisibilité et par lisibilité, il entend aussi la construction des phrases. Alors en fait, qu'est-ce que j'entends par voix passive? La voix passive, c'est quand par exemple vous mettez, «La souris est mangée par le chat».
C'est-à-dire que le sujet principal, c'est le chat. C'est la phrase typique des cours, hein. Je vous la ressors comme ça, vous avez des rappels, vous avez des souvenirs qui reviennent. Mais du coup, oui, c'est quand donc le chat, c'est le sujet principal, il mange la souris, mais c'est inversé en fait. On va avoir le complément qui est la souris qui est placé devant. Et cette structure avec le verbe être et avoir, suivi du verbe qui est conjugué. Ah, punaise, je me rappelle plus du. Bref, avec et. Voilà, et manger. Et ça, le problème, c'est que ça nous arrive souvent quand on parle à l'oral, quand on rédige, de rédiger comme ça, et il n'y a pas forcément de problème. C'est compréhensible, on va dire. Mais le problème à l'écrit et sur le web notamment, c'est que ça perturbe un peu la lecture. Comme le sujet n'est pas placé devant, ça embrouille. Ça embrouille. Et l'idéal, c'est quand même de faire une voix donc, qui est sujet, verbe, complément. Hyper classique et hyper simple à comprendre. Le chat mange la souris. Et en plus de ça, ça permet d'avoir l'information capitale, le sujet finalement, au tout début de la phrase. Et comme je l'ai dit, plus la phrase est longue, plus on décroche. Donc le fait de mettre le sujet principal et le verbe principal au tout début, ça fait qu'on a tout de suite l'info. Et qu'on n'a pas le temps de décrocher parce qu'après, ça sera tous les compléments, voilà, le lieu, la date, complément d'objet. Bon, bref, je ne vais pas vous saouler avec ça. Et ça, c'est des informations qui sont importantes, mais qui peuvent être omises et qui n'influenceront pas sur l'info principale qu'on a cherché à communiquer finalement au travers de ce texte. Voilà pour Et mon texte. c'est un Pour mon peu texte. lourd à lire aussi, hein. Oui, c'est lourd à lire. Comme je l'ai dit, c'est Sur compliqué le à lire web, sur Internet. Donc, on facilite. On facilite, on facilite, on facilite voilà, au maximum. c'est exactement ça. Il faut faciliter au maximum la lecture des internautes. Parce que à partir du moment où ils vont considérer que c'est un peu lourd, ils vont même pas chercher. Ils vont partir ailleurs, faire autre chose. Oui, c'est ça. En fait, on veut de la simplicité et j'ai vu aussi, c'est plus dynamique totalement. Comme j'ai dit, la Ouais, rédaction web, ça doit être dynamique, punchy, agréable à lire, les c'est ça. phrases courtes, variées, enfin, c'est ça, en fait. Même on varie la ponctuation, un point d'exclamation, un point d'interrogation avec les questions rhétoriques. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait du dynamisme et cette construction sujet, verbe, complément permet d'avoir un certain dynamisme dans la lecture. Ouais. Donc voilà, Eh à toi. ben, à moi. On est où? Numéro 7, numéro 8. 8? Numéro 8 8, normalement. Mmh. les encres de lien. Alors ça, c'est un gros, gros, gros sujet. Parce que les encres de lien ont un rôle hyper important. Et ouais. Que ce soit des liens internes au site déjà. Alors, l'exemple le plus courant, c'est les pages qui listent les articles de blog et où le lien, c'est juste lire plus. Ouais. Je suis désolé, mais ça devrait même pas exister. Le lire Au bûcher. plus, ouais, c'est ça. Le lire plus, vous le supprimez, vous mettez le lien sur le titre de l'article. Parce que ça va donner du poids à votre article, justement. Et bah, pareil pour les liens externes, donc les liens qui viennent d'autres sites vers votre site, vérifiez toujours que le texte, l'encre qui est dans le lien, correspond à la page qui va être ciblée. Parce que c'est comme ça que vous allez récupérer déjà de l'autorité et en plus que vous allez avoir ce qu'on appelle un jus de référencement qui est propre, quoi. Oui, puisqu'en plus, je crois que l'algorithme Google, finalement, ne s'amuse pas à lire mot pour mot tout le contenu d'une page ou d'un article. En fait, il va un peu balayer et il va se focus sur des points essentiels. Donc, les intertitres, justement, et les mots en gras dont je parlerai après. Et il y a aussi justement les liens. Il va vraiment se Ouais. focus sur les liens. Donc, il faut qu'ils comprennent en lisant les liens de quoi traite non seulement votre page ou votre article, et de quoi peut traiter aussi les liens sur lesquels vous renvoyez. C'est ça. Donc, Et donc il c'est a hyper créé un important. algorithme spécialement pour ça en plus. Ouais, ok. Spécialement pour traiter les liens. Parce il y a eu trop d'abus en fait Mm. de, de bourrage de liens aussi et qui n'avaient aucune valeur. Donc, Et justement, ouais, tu vas-y. vas conseiller combien de liens, toi, par contenu, à peu près? J'ai pas de recommandation spécifique à ce niveau-là. Mm. Pour moi, tant que les liens ils sont pertinents, bah, faut pas hésiter à en mettre.
Par Ok. exemple, si tu fais un article où tu listes 10 outils, Mm. on va dire 10 outils SEO, bah oui, forcément, tu vas faire un lien pour chacun des outils. Ça semble logique de renvoyer vers l'outil. Ouais, carrément. Après, on entend souvent aussi parler de hiérarchie de liens dans les articles. Mhm. Donc, comme quoi les liens qui sont positionnés en haut de la page sont plus forts. D'accord. Euh, je suis pas encore convaincu par ça. D'accord. Moi, alors je pense que les liens qui sont en footer, donc vraiment en bas de page, où le bas de page c'est toujours le même sur tout le site, ceux-là auront moins de poids parce qu'on les retrouve partout. Mais pour moi, tant que le lien est pertinent, il n'y a pas de raison qu'il soit plus ou moins pris en compte par Google. Ok. Et du coup, oui, tu insistes vraiment sur le côté pertinent parce que c'est vrai que normalement, si on utilise des outils sur notre site, ils vont dire minimum un lien interne et minimum un lien externe. Mais Oui, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et en plus, est-ce que tu... Bah, déjà, est-ce que oui? Est-ce que tu es d'accord avec au minimum un lien interne et un lien externe? ouais, ouais, clairement. Clairement, parce que après, c'est comme ça aussi, c'est que si tu ne mets pas de lien, rien que les liens internes, tu peux te retrouver avec des articles qui n'auront jamais de lien vers eux, qui se Mhm, retrouvent en ce qu'on appelle des pages zombies, mhm. non, des pages orphelines. Et bah, orphelin veut dire bah, t'es tout seul, quoi. On ne trouve Ouais. pas. Donc, en gros, cette page ne servira à rien. Ok. Donc ouais, minimum un lien interne, un lien externe, et le plus possible que ce soit pertinent, quoi. Pas juste mettre un lien parce Voilà, qu'il fallait mettre un lien et c'est je ça, chope un truc au hasard. c'est Ok. ça. En général, oui, ce qu'on m'avait dit, moi, c'était pour les liens externes. C'était hyper pertinent quand on voulait appuyer avec des statistiques, des études qui ont été réalisées, parce que non seulement bah, c'est en général issu de sources qu'on appelle sources fiables, donc qui ont une bonne réputation, qui sont bien vues par l'algorithme, donc c'est positif au niveau de l'algorithme. Ouais, Et en tout plus à de fait. ça, ça apporte en tant que créateur de contenu de la crédibilité. Plus on appuie, Mm, c'est dire par des chiffres et des études, plus on est crédible dans ce qu'on dit. Donc, c'est ça. Toujours sourcé, hein, de toute façon, ouais, c'est important. carrément. Quitte à ce que Ok, ce soit mis d'ailleurs en fin d'article, tu ouais. mets source, voilà. Ouais, carrément. Ok. Parfait, donc ça c'était le 8. Je pense que c'est le 9. De toute façon, il me reste qu'un tips de mon côté, donc je pense que c'est ça. On est bon Ouais, ouais, dans le ouais. suivi. Oui, donc je voulais justement rebondir. On disait que Google privilégiait certaines parties, donc les intertitres, les liens, et il privilégie aussi le gras. Et donc ça va être mon dernier tips sur les mots en gras. Alors, tout comme les liens, c'est hyper important de mettre des termes, des mots ou des portions de phrases tout simplement en exergue avec ce qu'on appelle le gras. Pourquoi? Déjà parce que ça permet de casser un peu la monotonie et un peu casser le rythme du texte en faisant ressortir des mots-clés. Donc, pour le visiteur, pour le lecteur, c'est hyper agréable. Pour l'expérience utilisateur, c'est hyper intéressant. En plus de ça, en général, ces mots en gras, ce sont les mots principaux, les idées principales finalement de chaque partie. Donc, c'est-à-dire que seulement en lisant finalement les mots-clés, le lecteur doit se dire je sais de quoi parle la partie et j'ai les principales informations, j'ai pas besoin finalement de lire toutes les phrases. Donc, ça lui permet de gagner un temps de lecture. En plus de ça, bah, pour l'algorithme, c'est hyper intéressant parce que justement, on dit de choisir ces mots-clés, non seulement les infos principales, mais aussi le champ sémantique qui est lié aux mots-clés. C'est-à-dire que si vous avez le mot-clé mousse, mais que vous voulez parler d'un marin, enfin du domaine maritime, à ce moment-là, il va falloir mettre justement en gras le mot-clé marin, bateau, mer, océan, parce qu'on va comprendre que vous parlez de ce domaine-là. En revanche, si vous parlez de la mousse parce que vous vendez un produit pour laver la vaisselle, par exemple, vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même sujet. Donc, il va falloir mettre en exergue le mot-clé vaisselle, je ne sais pas moi, lavabo, produit, produit vaisselle, etc. Et en fait, ça va permettre à Google de comprendre de quoi traite votre sujet. Et donc, c'est primordial parce que plus il comprend de quoi vous traitez, plus il va vous mettre en avant sur le mot-clé sur lequel vous souhaitez ranker.
Donc, c'est primordial. Et aussi, juste une dernière chose sur le gras. Le gras, c'est indispensable, mais c'est avec parcimonie. Donc, c'est-à-dire qu'on évite de colorier le texte en gras. Justement, ça a de l'impact C'est ce parce que j'allais qu'on a te des demander. petites touches. Ouais, parce J'allais qu'il y te en a demander qui... si toi, tu étais plus team on fait des morceaux de phrases en gras ou juste les mots essentiels en fait. Ben, moi, je privilégie les mots-clés essentiels. Alors, en général, je conseille entre 6 et 7 mots, enfin, entre 6, non, maximum 6 ou 7 mots pour des questions voilà, de lisibilité, puisqu'après, on se retrouve carrément avec toute la phrase en gras. Par Alors, contre, bien sûr, si c'est pertinent, on augmente un petit peu, mais voilà, c'est une moyenne 6-7 mots. Et minimum 2 mots, parce qu'il me semble que j'avais vu qu'en fait, il fallait que ce soit quand même un minimum. On ne va pas mettre juste et en gras. Comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait un intérêt, que ça fasse, voilà, on ait des infos un peu essentielles. Donc, en général, c'est minimum 2 mots et voilà, jusqu'à 7 mots. On évite d'aller plus. Après, comme on dit, c'est à vous de voir. Si c'est hyper pertinent de mettre plus, on met plus. Mais il faut vraiment éviter, en plus, de faire toutes les phrases à la suite. Si on met 3 phrases en gras, là, il y a un souci. Là, c'est que, ouais, clairement, ouais. c'est que ça va plus. C'est qu'il y a trop d'infos importantes en même temps, quoi. Bah, c'est ça, faut faire des choix. En fait, la rédaction web, c'est surtout un bon esprit de synthèse. C'est ce que je dis souvent Mm. à mes étudiants. C'est un esprit de synthèse. Il faut mettre en avant le principal. Il faut éviter tout ce qui est superficiel pour décorer parce qu'on essaie d'atteindre un nombre de mots, pour essayer de se donner un genre en disant ça sera plus crédible. Alors que non, en fait, on a juste besoin de l'information principale rapidement et de manière agréable, lisible et tout ce qu'on a vu avant. Et je suis d'accord avec Nicolas, le gras, c'est la vie. Voilà, exactement. Et ça marche pour tout. Oui. Attention, c'est bientôt l'été là, faut quand même faire gaffe. Ouais, ouais, ouais. Préparer le summer body. Ok, bah on va terminer du coup sur le 10e, Ouais, le dernier. qui est le contenu dupliqué. Alors ça, je sais que c'est pas facile parce que faut considérer que tout a déjà été dit de toute façon sur le web. Mm. Moi, je dis toujours ça. Tout a déjà été dit, mais jamais à ta façon. Donc, le contenu dupliqué, qu'est-ce que c'est? C'est retrouver d'un site à l'autre exactement le même contenu. Alors, à plus ou moins grande échelle, sur un article de 2000 mots, s'il y a, je sais pas, un paragraphe pareil, bon, ça va. Ça peut arriver. Mais si sur un article de 1000 mots, tu as la moitié, c'est du contenu dupliqué que tu retrouves ailleurs, là, il y a un gros problème. Et en fait, comment ça fonctionne, cette histoire de contenu dupliqué? Google ne va pas mettre de pénalité. Donc, en gros, quand on a une pénalité Google, bah, on redevient invisible. C'est au revoir. C'est là, tu repars d'où tu viens. Et c'est très compliqué de remonter derrière. Donc, avec le contenu dupliqué, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, non, Google ne met pas de pénalité. Et ça, il le confirme et il le reconfirme régulièrement. Mhm. Mais par contre, il va choisir. Il va choisir lequel il va mettre en avant. Et en général, ça va être soit celui qui est le plus ancien, Mhm. soit celui qui a le plus de poids. C'est-à-dire, les sites, on leur donne une note d'autorité, donc qui va de 0 à 100, sachant que même Google n'est pas à 100. Hein, donc, D'accord. c'est ça qui est grave. Je crois que le premier, c'est Wikipédia avec 98. Ok. Comme quoi, tu Et, vois, nos professeurs ils nous disaient que Wikipédia, c'était pas une bonne source, mais finalement, Google considère que c'est une source fiable. et Wikipédia, c'est une mine d'or pour Google. C'est que du contenu en permanence. Ben ouais. Donc Non, mais c'est ça. lui, il adore. Donc le contenu dupliqué, voilà, entre un site, on va dire, qui a un score d'autorité de 6 et un site qui a un score d'autorité de 60, en toute logique, c'est celui qui aura 60, même s'il sort un peu après, qui va ressortir sur Ok. les résultats. Et il y a justement Nicolas qui dit donc on peut piquer le contenu de ceux qui ont moins d'autorité. Oui, effectivement, bah, comme tu disais, pour le SEO, ça, finalement, c'est positif, puisque ça sera toi qui aura la visibilité. C'est ça.
Et Ouais. il y en a qui font, il y a des consultants SEO du côté obscur de la force Mhm. qui vont faire exprès de créer du contenu dupliqué ou qui vont faire des choses pour que le site concurrent perde en visibilité. Ok, ah oui, ah bah, alors là, après, on part dans un Ouais, délire, quoi. ouais. Mais ça existe et énormément. Mais après, tu vois, au niveau SEO, ça va plutôt être positif, mais après, il faut quand même rappeler que le plagiat est puni par la loi. Donc, si on se rend compte qu'on a plagié un de tes contenus, en tant qu'auteur, tu peux porter plainte. Alors, évidemment, après, on part dans des procédures judiciaires, et si tu es un petit créateur, tu n'as pas forcément les moyens, le temps, etc., de te battre pour ça, mais c'est quand même bien de rappeler que le plagiat est puni par la loi et qu'il y a quand même des risques encourus, dont des amendes, je crois, qui s'élèvent à je ne sais plus combien de milliers d'euros, et puis même une peine de prison, même si évidemment là encore, il faut vraiment Ouais, aller au terme. ça n'arrive jamais. Oui, voilà, autrement dit, ça n'arrive jamais. Mais moralement et légalement, ce n'est pas bien de plagier du contenu. Après, pour le SEO, Mais voyez avec Charlie. Moi, je me dédouane de, me dédouane de cette histoire. mais tu vois, il y en a qui. Moi, j'ai vu ça en faisant des audits où tu trouves des pages. Moi, c'est simple, hein, dans mes audits, j'ai des tableaux Excel et en fait, j'ai le nombre de contenus plagiés pour une page. Et il y a des fois, tu tombes sur une centaine de contenus. Et là, tu sais, centaines, mais D'accord. ça peut arriver même à des milliers. Et Hmm. c'est des milliers de noms de domaines différents, souvent. D'accord. Donc, c'est des gens, ils reprennent en automatique. Ils vont faire ça sur des sites obscurs Mhm. et ils s'en foutent. Parce que eux, le but, c'est de pourrir ton site. Et ils vont même faire en plus des mauvais liens vers ton site. Comme ça va bien, bien te pourrir. Ah ouais, mais là, après, ça devient, ouais, c'est quand tu veux couler ton concurrent, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres manières. Comme on Après, dit, il y a de la lumière pour tout le monde et tu n'as pas besoin c'est ça. d'éteindre la lumière du voisin pour avoir ta propre lumière. Donc, vaut mieux être authentique, faire du contenu de qualité. Et même si on y passe du temps, et bah, au moins, déjà, on est bien, on est avec sa conscience, on est bien. C'est ça. Et en plus de ça, je pense que les lecteurs aussi le ressentent. Si malheureusement, ça finit par savoir que c'est du contenu dupliqué, bah, au niveau crédibilité, c'est franchement pas ouf. Alors que si on voit que c'est du contenu où il y a vraiment ta patte, ton ton, tes idées, tes valeurs, bah, forcément, tu as plus de liens avec tes lecteurs. Donc, c'est mieux dans tous les cas. Alors après, c'est effectivement pas la question de facilité. Ça demande du Mm. temps, ça demande du travail. Mais au final, je pense qu'on en sort gagnant. Et ça, c'est quand on est entrepreneur et qu'on va travailler pour son propre business. Dans tous les cas, quand on est rédacteur web et qu'on rédige pour des clients, la question ne se pose même pas puisqu'on est payé pour rédiger et pas pour aller copier ce que font les voisins. Donc, au niveau de la conscience professionnelle, on ne duplique pas le contenu des autres. Ah bah, Voilà. j'espère que, je, enfin, statistiquement, c'est obligatoire qu'il y ait des rédacteurs qui fassent du plagiat. Ouais, mais pas les rédacteurs d'information. Je refuse. Mais, Voilà. mais des bons rédacteurs feront du contenu unique de toute façon, ça c'est Oui, clair. c'est ça. Après, comme je dis, voilà, c'est des questions de facilité, mais après, on retrouve ça un peu partout, même si après, on sort du débat et qu'on va sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Il y a ceux qui vont prendre du temps à créer du contenu, à apporter de la valeur, à créer du vrai engagement, et puis ceux qui vont tout simplement dupliquer un contenu qui a fait le buzz et qui vont prendre des bots pour acheter des likes et des commentaires. Et Voilà, c'est salut question de copy-post. facilité, quoi. Oui, et après, il y a Copypost qui sévit, donc maintenant, ça va, ça s'est un peu calmé encore. Oh, il Mais va, il va continuer à en trouver. Mais ouais, c'est vrai que mm, LinkedIn devrait faire quelque chose là-dessus aussi. oui, 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 oui. Mais, Clairement. Bon, c'est un autre voilà. débat, hein, mais Ouais, voilà, après, là, on paraît carrément sur autre chose. Mais en tout cas, pour le SEO, ça ne va pas être pénalisé. Voilà, vous avez votre voilà. réponse vu que c'était le sujet du webinaire. Voilà. Écoute, il est 50, on est pas mal finalement. On est Ouais. pas mal. Euh, Moi, je te propose, parce que j'ai vu tout à l'heure que quelqu'un a loupé une partie, qu'on refasse vite fait le listing Ouais. Mhm. et après on enchaîne. Carrément. Bah, je te laisse lister tes 5 petits tips. Alors, le premier, rédiger pour Google. On ne fait pas Mhm. ça. On rédige pour les humains. La balise title est très importante en SEO et en positionnement. Donc, on met le mot-clé et on optimise et on regarde les intentions de recherche, on analyse. La métadescription,
ne sert à rien en SEO. Elle sert à faire cliquer sur le titre. Donc, il faut que ce soit sexy, il faut que ça attire, il faut que ça donne envie de lire la suite. Les encres de lien, il faut qu'elles aient un but, il faut qu'elles aient un titre qui soit évocateur de la page cible. Les trucs lire plus, télécharger, bon, télécharger si ça passe. Enfin, déjà, lire plus, voir plus, ça, on oublie. On met des titres, on met des noms, on met des phrases. Et le contenu dupliqué, on évite au maximum, hein, même si c'est pas toujours facile. Mais si vous pensez que ce que vous créez à un moment peut être porteur à être dupliqué, tu prends un morceau, tu prends un paragraphe, tu le copies-colles dans Google et tu regardes s'il y a des résultats. Ok. De mon côté, donc oui, effectivement, le bourrage de mots-clés, on évite, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Oui, on va parler plusieurs fois du mot-clé, mais on va le mettre surtout à des points stratégiques, donc dans le titre H1, dans le title, comme on l'avait dit, dans les intertitres. Et on essaye aussi dans les encres de lien, au moins une encre de lien, un mot en gras par exemple. Mais voilà, et surtout que ce soit réparti équitablement sur tout le texte, pas tout au début, pas tout à la fin, pas tout au milieu, bref, vous l'avez compris, un peu de partout. Ensuite, on évite les phrases, les paragraphes, pardon, les parties trop longues. Donc, c'est maximum 300 mots, mais comme le disait Charlie, si on peut même mettre à 150 mots, 200 mots, c'est bien. Ensuite, on évite aussi les phrases trop longues. Par trop longue, on entend plus de 20 mots. C'est possible d'en faire, mais il ne faut pas que ce soit la majorité du texte. On évite le plus possible, et le mieux, c'est la variété. Des phrases très courtes, des phrases moyennes, des phrases plus longues. C'est ce qui fonctionnera le mieux parce que ça apportera un certain dynamisme aussi au texte. Dans cette même question de lisibilité, on utilise le moins possible la voix passive. Donc, auxiliaire plus participe passé. On reste plutôt sur une construction, on va dire, basique, classique, avec sujet, verbe, complément, qui non seulement est plus simple à lire, plus agréable à lire, mais aussi permet la mémorisation et de transmettre la formation principale dès le début de la phrase. Quatrième chose, on met du gras. On met du gras avec parcimonie, c'est-à-dire pas partout, mais on va en mettre sur les informations principales, les idées principales et les mots-clés aussi, qui font partie du champ sémantique du mot-clé sur lequel on souhaite ranker. Et voilà, on est sur les 5. On a la totale. Et justement, là, on a essayé vraiment de présenter de ça de manière très simple et en 1 heure, ce qui n'est pas forcément facile. Mais Ouais. évidemment, le SEO, c'est encore plus compliqué. Enfin, encore plus compliqué. Il y a encore plein d'autres techniques qu'on n'a pas évoquées, plein d'autres choses qu'il faut savoir. Et c'est surtout quand même s'il y a des règles générales, ça dépend aussi surtout du contenu, du site, de De nos la niche. ambitions. Voilà, exactement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et pour ça, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que là, vous avez les tips principaux. Mais si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez booster la visibilité de votre site, il va falloir aller plus loin, il va falloir vous faire accompagner, il va falloir faire un audit, il va falloir travailler en profondeur, il va falloir définir des mots-clés, une hiérarchisation, tout ça, tout ça. Et pour ça, je vous conseille de suivre Booster de Charlie, mais qui va vous en parler bien mieux que moi. Et Thomas a déjà balancé les liens là. Ouais, au taquet. Alors le booster, c'est quoi? Le booster, c'est une idée qui m'est venue parce qu'on considère trop souvent qu'un consultant SEO, c'est trop cher, surtout quand on est indépendant. Moi, ça m'a saoulé qu'on se dise, bah ouais, le SEO, c'est que pour les grandes entreprises, que pour les grandes boîtes. Non, non, le SEO, c'est vraiment pour tout le monde. Donc moi, l'objectif là, c'est de créer un groupe d'une vingtaine de personnes que j'accompagne à vie. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Là, Ouais. je ne peux pas faire mieux que à vie. Euh, Là-dessus, comment ça va se passer? Alors, moi, j'ai un socle de base qui va être de 4 modules divisés sur 2 journées. Ça va être du live sur Zoom, pareil, hein, ça va être clairement sur Zoom. Et en plus de ça, derrière, on va mettre en place, enfin je vais mettre en place, mais il y a moi et Clocky dans ma tête, hein, donc C'est ça. je mets en place un serveur Discord pour rester en contact permanent et répondre à toutes les questions. Je vais aussi proposer des lives mensuels
pour vous donner toutes les dernières infos de Google et les dernières mises à jour. Comme ça, vous êtes au courant vraiment de tout ce qui se passe. Je vais proposer aussi des lives FAQ pour approfondir justement les questions qui pourraient être posées. Et je vais aussi faire appel à des intervenants externes qui, eux, sont experts à chaque fois sur, enfin, experts ou spécialistes. J'aime pas le terme expert. Mm. Spécialiste d'un domaine précis. Alors au début du SEO et après je vais élargir vraiment sur le marketing digital parce que on parle beaucoup de SEO, mais il ne faut pas se focaliser que là-dessus. Pour l'acquisition sur son site, il faut vraiment essayer de varier au maximum. Parce que le jour où le site disparaît, merci, au revoir, quoi. Ouais. Comme on a vu là au VH qui avait un problème, par exemple. Voilà, par exemple. Mm. Mm. Donc voilà, donc tout ça, ça va être en accès à vie et disponible en replay parce que tous les lives seront enregistrés à chaque fois. Ok, donc il y a vraiment une grosse partie déjà de 2 journées de formation sur le SEO. Ouais, c'est ça. Et ensuite, un accompagnement à vie, entre guillemets, sur mesure, puisqu'ils peuvent te poser n'importe quelle question sur le C'est ça. Discord et après te contacter là où ils le souhaitent. Plus, après cette grosse partie SEO, un suivi sur tout ce qui est visibilité et acquisition de clients grâce à un site internet avec différents intervenants. C'est ça, totalement. Ok. Et tout ça à vie. Et tout ça à vie. Et juste aussi, j'ai oublié, pendant 6 mois, je vais donner accès à tous les outils que moi j'utilise au quotidien. Ok, donc les outils de l'expert, enfin du spécialiste. Exactement, du spécialiste. Je vais me renommer comme ça, tiens, le spécialiste. C'est ça. Ok, mais c'est hyper intéressant. Et ça coûte combien finalement? Donc ça, je l'ai fait sur une offre de lancement parce que là, c'est vraiment le premier groupe qui est Mhm. à 990 €. Ok. Jusque-là, qui était payable en 6 fois. Mais Mhm. vu qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour et que les inscriptions se finissent ce soir, Mm. j'ai ouvert sur 12 mois. Ok. Donc, pour moins de 100 € par mois, vous avez accès à tout, pour toujours, et, euh, et rentabilisé en moins d'un mois en plus, parce que rien qu'avec les 4 premiers modules, c'est rentabilisé, clairement. Oui, parce que le SEO, c'est primordial et ça permet, on ne le dit pas assez, mais vraiment de développer son activité, quoi. Ouais, Si on a une bonne visibilité sur les moteurs de recherche, on a du trafic qui est continu, du trafic en plus qui est qualifié en c'est continu. ça, c'est Et surtout donc, ça. ça booste carrément tout un business, quoi. Parce que tu vois, j'en parlais hier, hier j'étais en réseau, Mhm. et j'avais quelqu'un qui faisait du conseil, enfin bref, je lui disais, bah ouais, toi, si ton site il tombe sur des boulangers, sur quelqu'un qui Ouais, cherche une boulangerie, voilà, ça n'a rien à voir, quoi. bah ouais, Ce ne sera c'est pas du ça. trafic qualifié, quoi. Mhm. Ok. Bah, hyper intéressant. Et puis, vous avez bien entendu, c'est jusqu'à ce soir. Donc, c'est le moment ou jamais, C'est ça. Et si les vous places avez sont envie de vous limitées, donc inscrire. Après, ça sera trop tard. Faut pas louper exactement. cette occasion. Donc ça, c'était vraiment pour les entrepreneurs qui souhaitent booster la visibilité de leur propre business, C'est finalement. ça. Et de mon côté, je vous propose aussi quelque chose, mais pour le coup, beaucoup plus orienté sur les rédacteurs web, puisqu'on l'a vu au tout début, quand j'ai posé la question, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de rédacteurs web qui étaient là pour compléter leurs connaissances sur le SEO et ainsi aider leurs clients, les satisfaire pleinement. Pour le coup, tous les rédacteurs web qui m'écoutent ou qui ne sont pas encore rédacteurs web, mais qui souhaitent le devenir, comme je l'ai évoqué au début, j'ai une formation qui s'appelle Devenir rédacteur web. C'est une formation qui est ultra complète où il y a 7 modules. On passe vraiment tout en revue, dont un module spécialement consacré au SEO. Cette formation, elle est disponible depuis l'année dernière, avril donc 2020. Elle est encore disponible, mais pour le coup, je suis en train de faire une grosse mise à jour. Donc, dans cette mise à jour, il y aura à la fois le contenu qui sera amélioré, complété, notamment avec la page de vente dont je ne parlais pas dans la première version. Là, il y aura totalement un cours sur la page de vente. Pareil pour le livre blanc, je ne parlais pas du livre blanc avant. Là, il y aura un cours sur la rédaction d'un livre blanc.
Il y aura aussi des informations dans le module 7 où je vous apprends à créer votre business, donc comment trouver des clients, comment trouver des prospects et comment les convertir en clients. Et là, je vais vraiment, vraiment compléter cette partie-là, puisque je me suis beaucoup formée cette année et donc j'ai appris plein de choses et je vais pouvoir vous les transmettre. Il y aura aussi un groupe Facebook et un groupe Telegram, chose qui n'existait pas, où vous pourrez justement échanger entre vous. Et il y aura des lives aussi mensuels avec d'autres intervenants, dont sûrement Charlie, mais vous le retrouverez On ce va jour-là. commencer à en discuter. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être hyper intéressant pour continuer à vous former et à échanger, même une fois la formation terminée finalement. Il y aura aussi une toute nouvelle formule, une formule coaching. Pour l'instant, la formation, vous la suiviez de votre côté, même si je restais disponible si vous m'envoyez des messages, bien évidemment. Mais avec cette formule coaching, je serai carrément là sur tout le processus d'apprentissage, puisqu'il y aura 7 heures de visio et 1 heure pour chaque module finalement. Et par contre, pour ce coup-là, les places seront limitées à 5 pour des questions évidentes de temps passé. Je n'ai pas un temps extensible et je tiens vraiment à moi-même présenter ces cours-là et pas à déléguer ça à quelqu'un d'autre. Donc, les places seront limitées. Et dernière petite chose, donc là, c'est pour le coup, si vous souhaitez l'acheter dès maintenant, la formation, c'est possible, puisque vous aurez de toute façon toutes les mises à jour dès avril. Donc, vous pouvez l'acheter maintenant. En plus, elle a un prix qui est moindre puisque le prix va évoluer en avril. Donc, vous avez une petite réduction et vous aurez toutes les nouveautés dès avril, donc que ce soit le contenu, le groupe Facebook, etc. En revanche, pourquoi attendre? Alors, vous pouvez attendre si vous voulez justement bénéficier de la formule coaching, qui pour le coup sera ouverte qu'à partir d'avril. Si vous souhaitez le suivre de votre côté, la formule est dispo. Mais si vous voulez le suivi personnalisé, il faudra attendre avril. Et pareil, là, j'ai entamé toutes les démarches pour le CPF, donc je croise les doigts. Je ne peux rien vous promettre parce que je n'ai pas encore eu de réponse officielle, mais les démarches sont entamées, le dossier a été envoyé. Ah, Donc, c'est long, ça. possiblement, la formation sera éligible au CPF en avril. Donc, pour ceux qui bénéficient d'un CPF et qui veulent l'utiliser pour acheter la formation, il faudra aussi à ce moment-là attendre avril. Pour les autres, vous pouvez l'acheter dès maintenant. Voilà. Super. C'est ça, c'est vraiment 2 métiers qui sont complémentaires de toute façon. C'est ça, mais totalement. Totalement, totalement. Parce Heu, que c'est-à-dire, si on ne connaît pas le SEO, on écrit, mais personne ne le voit, si finalement ce c'est ça. contenu. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Et si on connaît toutes les techniques SEO, mais qu'on n'a pas une rédaction fluide, pas agréable, qui apporte pas de valeur, enfin qui n'est pas bien construite, et bah, finalement, oui, on sera bien positionné, mais les lecteurs partiront aussi vite. Donc, Et il c'est faut pas hyper confondre, complémentaire. c'est vraiment 2 métiers totalement différents. Oui, et c'est C'est-à-dire, ça, moi, je suis consultant, je suis pas rédacteur. c'est ça, Moi, quand j'accompagne des clients, je fais appel à des rédacteurs à chaque fois, parce que ce n'est pas mon métier de rédiger. Moi, mon métier, exactement. clairement, c'est analyser, trouver les failles et les réparer. Et pareil, de mon côté, je vais accompagner mes clients. Alors, c'est-à-dire qu'ils vont me donner un mot-clé par rapport à une stratégie qu'ils auront élaborée. Cette stratégie, ils l'auront élaborée soit avec un consultant SEO, soit avec un spécialiste SEO, justement. Moi, je ne vais pas du tout faire cette partie-là. Moi, je vais juste recevoir les consignes, donc le mot-clé sur lequel il faut ranker. Je vais faire mes petites analyses, je vais rédiger un contenu qui est optimisé, mais je ne vais pas avoir tout l'aspect stratégie et je ne vais surtout pas avoir l'aspect technique du site. C'est-à-dire que moi, ça va être vraiment sur l'aspect rédactionnel. Tout ce qui est technique, je ne vais pas du tout y toucher. Ouais. Donc voilà. Je vois que tu as une question là sur s'il y a une certification à la fin. Oui, alors oui, il y a une certification, il y a un diplôme qui est délivré à la fin de la formation. Et en fait, pour ceux qui vont passer par le CPF, il y aura une évaluation finale. Et il faudra à tout prix avoir une note de 70 sur 100 à cette évaluation finale qui reprendra finalement tout ce qu'on a vu au cours de ces 7 modules pour avoir accès à la certification. Ok. Je Eh ben, pense qu'on peut passer aux on va questions. pouvoir Ouais. accueillir Thomas qui va nous poser plein de questions. Il est déjà 13h03. Voilà, Thomas, c'est à tout est toi. prévu. Oui, oui. Salut, salut, bonjour à tous. On va commencer. Il y a une question là, qui vient d'être posée justement par Nicolas à propos de la rédaction d'un article. Donc, un article de 900 mots, par exemple, combien ça coûte, tout simplement? Alors, il faut savoir qu'en tant que rédacteur web, je trouve ça un peu, pour moi, c'est pas du tout pertinent de facturer au mot, parce que c'est pas représentatif du travail qui va être fourni par un rédacteur web. C'est-à-dire qu'un rédacteur web, il va pas seulement rédiger, il va aussi faire des recherches sur un sujet, bien évidemment, donc ça va prendre du temps. Ensuite, il va rédiger. Ensuite, il va avoir toute la fameuse partie optimisation SEO, qui va prendre du temps en plus. Et il va avoir aussi toute la partie relecture, correction, pour s'assurer que c'est fluide, que c'est bien rédigé, qu'il n'y a pas de faute de français. Donc, c'est tout ça, tout ce temps-là, il faut le comptabiliser. C'est pour ça que moi, je facture à l'heure.
et non pas au mot. Mais pour te donner une idée, un article de 900 mots, donc oui, pour donner déjà une idée du tarif horaire d'un rédacteur, la moyenne du marché et le minimum même, je devrais dire, c'est 30 € l'heure. C'est minimum 30 € l'heure. Et après, moi, je calcule 1 heure de travail par 300 mots. Donc, tu fais le calcul. S'il y a 900 mots, ça nous fait 3 heures. Donc, 3 fois 30, 90. Voilà, donc Ah, on est à 90. On est bon, c'est ça? Attendez, je ouais, suis pas AS, moi. Donc, c'est bon. Et après, tu rajouteras bien sûr du temps de travail si tu dois faire les recherches, si tu dois optimiser en SEO, tout ça, tout ça. voilà. 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 Thomas, on t'a Ok, perdu. question suivante. Donc, on va revenir aux questions un petit peu qu'il y a eu au début du live. Donc, au début, Anouk nous a demandé comment gérer l'intention de recherche. Alors ça, moi, ce que je fais, c'est que je tape le mot-clé sur lequel je veux me positionner. Alors, en général, le mot-clé de longue traîne, hein, donc sur plusieurs mots. Mhm. Je le tape dans Google, je lance la recherche et je regarde justement les titres de liens qui ressortent. Et c'est comme ça que tu vas savoir un peu comment orienter ton article, si ça va être plus un article de type liste, un article, enfin un gros article, un petit article, enfin c'est comme ça que moi je le sais. C'est en faisant tout simplement une recherche Google. Ok. Je ne sais pas, toi, Inès, si tu as une autre façon de procéder. Bah, alors, je ne sais pas ce qu'elle entend vraiment par intention de recherche, parce qu'il y en a qui l'emploient aussi justement pour définir sa longue traîne, tu vois, l'intention de recherche pour définir les mots-clés de sa longue traîne. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que, en fait, c'est vraiment important parce que si tu mets comme mot-clé chocolat, bah, tu prends à la fois toutes les personnes qui recherchent une recette de chocolat, les personnes qui cherchent peut-être même une musique où il y a le mot chocolat dedans, les personnes qui recherchent les différents types de chocolat. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer dedans que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que tu spécifies ta recherche. Si tu vas faire une recette de cuisine, justement, ton article, c'est une recette de cuisine, qui compose du chocolat, bah, tu vas mettre en longue traîne recette de gâteau au chocolat, par exemple. Voilà comment je fonctionne pour l'intention, donc par rapport au sujet tout simplement que je veux aborder. Et pour trouver justement le sujet et comment l'aborder, bah, on suit la méthode de Charlie. On va voir un peu ce qui se passe sur Google, sous quelle forme en général ce sujet est traité. Et voilà. C'est ça. Ok, merci. Question suivante, donc c'est Frédéric qui parlait, c'est à propos du Camel Case. Donc, étant donné que l'UX design est de plus en plus pris en compte par Google, est-ce qu'on ne peut pas considérer que tout ça agit un peu sur le référencement finalement? Même si, voilà, vous avez précisé, je crois que c'est toi, Charlie, qui en a parlé, tu as précisé que c'était pas intégré, disons, dans le SEO en lui-même. Est-ce que du coup, on peut considérer que Google va peut-être finir par l'intégrer ou qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante du SEO, le Camel Case? Non, clairement, là, c'est pour attirer l'œil. C'est-à-dire entre trois résultats de recherche, si au milieu de deux résultats qui sont écrits, on va dire, de façon classique, et celui du milieu est en camel case, c'est celui-là qui va attirer l'œil plus rapidement. Et du coup, c'est un petit peu du SEO, techniquement, de faire ça aussi. Pour moi, c'est pas du SEO dans le sens où ça va rien changer à ton positionnement. Ok. C'est plus là, on serait plus sur du marketing. Ouais, c'est la différenciation en fait plutôt. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Ensuite, et tout en majuscule. Anouk demande tout en majuscule. C'est Tout en pas majuscule, non. Là, un peu non. trop agressif peut-être. Non, ouais, là, clairement, achète mon produit. Non, là, faut pas faire ça. Et Frédéric continue sa question. Si ton article est cliqué, son positionnement va évoluer, du coup. Est-ce que du coup, si entre les trois, comme tu disais, les trois réponses, celle du milieu, c'est celle qui est en camel case et plus C'est un cliquée. bon indicateur, ouais. Ouais, c'est forcément un bon indicateur pour Google. Lui, il va voir de toute façon le nombre de résultats, enfin le nombre de clics qu'il va y avoir sur le lien. Logiquement, oui, si c'est énormément cliqué, il y a moyen qu'il remonte un peu plus. Après, je suis d'accord avec ce que dit Nicolas. C'est important que l'article soit cliqué, mais il faut surtout que les gens restent. Donc, s'il y a un taux de rebond, comme on disait, important juste oui. après le clic, ça ne va pas te faire remonter d'avoir eu des clics. Ah oui, Voilà. oui.
Oui, il faut vraiment tout prendre en compte, hein, de toute façon. C'est ça. Ok, ouais, voilà, c'est indirect, c'est exactement ça. Ok, du coup, Margot nous a demandé, ce n'est donc pas gênant de mettre beaucoup de liens internes dans un gros article. Non. Voilà, Non, c'était non, ça. non. Ouais, merci. C'est- Question suivante. Non, mais ça dépend comment on l'entend. C'est comme ce qu'on disait sur le gras. Mm. Tu vas pas mettre tout un paragraphe en gras. Donc c'est pareil, tu vas pas mettre tout un paragraphe avec 50 liens dedans. Il faut que ce soit étalé sur la longueur. Ok. Il y a Frédéric qui essaye de communiquer. Je crois que le chat de Frédéric a marché sur son clavier. Ah, non, c'est la fille, c'est pas le chat. C'est la fille. Ah, punaise. Donc ouais, Ok, voilà, alors, faut que ce question. soit Ah, Marine vraiment qui s'en va. élargi. Au revoir, Marine. Salut Marine, merci d'être Bonne passée. Ça journée, roule, ça Marine, roule. merci. Merci beaucoup. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme question? On a eu Nicolas qui a demandé est-ce qu'un bon lien externe vers un site reconnu augmente son autorité? Alors, dans le sens où c'est lui qui fait le lien vers le site? Oui, c'est ton site, le site de Nicolas qui fait le lien vers un site avec une bonne autorité. Non, tu vas juste lui envoyer à lui ton jus de référencement. En fait, Voilà, donc c'est dans l'autre sens que tu vas ouais. obtenir de l'autorité. C'est si Après, le site au niveau... autoritaire. Vas-y. Ouais. Après, au niveau crédibilité, c'est mieux de faire un lien vers un site qui est fiable et qui est reconnu. Ah oui, Si de tu toute fais façon. un lien Ouais. vers un site qui n'est pas du tout connu, un forum de discussion, forcément, ça n'apporte pas de crédibilité. Donc, pour la crédibilité de ton client, si tu es rédacteur web, ou pour ta propre crédibilité, si tu rédiges pour toi-même, il vaut mieux faire un lien plutôt, sur un site qui a de l'autorité quand même. Oui. Mais pour gagner vraiment de l'autorité, il faut que ça soit dans l'autre sens. Ouais, Faut que ce soit exactement. le site autoritaire. Et c'est pour ça que je recommande aussi, quand on fait des articles invités, de vérifier lequel est le plus autoritaire des deux. Mhm. Parce que dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit le plus autoritaire qui publie l'article et qui fasse le lien vers le moins autoritaire. Ok. Ok. Margot nous demande aussi y a-t-il des encres mieux référencées que d'autres? Donc brandées, optimisées ou non optimisées? J'ai bugué là sur la question. Est-ce qu'il existe des encres, un type d'encre de lien qui est mieux optimisé qu'un autre, quoi, tout simplement? Non, c'est ce que je disais. En fait, par exemple, moi, si tu fais un lien vers ma page d'accueil, que tu mettes consultant SEO, que tu mettes la machinerie ou que tu mettes Charlie Rouget, les trois sont valables. Après, les trois vont me positionner différemment. Parce que forcément, si tu mets la machinerie, bah, ça va me donner plus d'autorité sur la machinerie. Si tu mets Charlie Rouget, ça va me donner plus d'autorité sur Charlie Rouget. Et si tu mets consultant SEO, ça va me donner plus d'autorité sur consultant SEO. Ok, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Nicolas qui nous demande si tu as un outil à conseiller pour le content duplicate. Peut-être que ça, tu le alors réserves attends. pour le booster. Va falloir s'inscrire au booster, du coup. Non, je suis quand même très très sympa. J'ai CopySpace. Attends, je vais envoyer ça. Hop. CopyScape, pardon. C'est un outil gratuit? C'est un outil gratuit. Tu rentres le lien de ta page et il va te ressortir s'il y a du contenu dupliqué. Ok, parce que moi, pour le coup, j'utilisais Plagiarism. C'est pareil, c'est le même fonctionnement, sauf que je crois que c'est pas des liens. Par contre, c'est le copier-coller de ton texte. Donc, Ok. ça marche mieux pour les rédacteurs, vu que le texte n'est pas encore publié et que tu veux l'envoyer à ton client. Ça te permet de copier-coller le texte et d'avoir, en fait, ça te met un pourcentage de contenu dupliqué donc, par rapport aux mots. Et ça va même te surligner les phrases qu'il retrouve en te mettant le lien du site sur lequel il a retrouvé cette phrase. Parce que parfois, c'est des phrases un peu bateau, comme c'est simple, tu vas le retrouver sur tous les autres sites et c'est pas forcément du duplicate content, quoi. C'est une phrase qu'on utilise partout, mais c'est hyper intéressant justement quand on n'a pas encore publié la page et qu'on veut avoir sur le contenu. Voilà.
Ah, Je vous alors donnerai attendez, le nom de ton outil, Inès, je s'il vais te vous plaît. mettre le lien. Parce qu'avec mon accent douteux, personne n'a compris. Alors attendez, je vais vous le mettre dans le chat. À bientôt, Frédéric. Hop, voilà. Et on se revoit vendredi pour le début du challenge. Alors, je vais le copier aussi. on passe sur la question suivante. Ouais. Alors, c'est pas une question, c'est moi qui ai noté une petite remarque qu'il y a eu dans le chat tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, c'était Charline qui disait que la balise title et la balise H1, c'était la même chose. Alors, Charlie, tu peux nous expliquer la différence parce que je sais que ce sont pas les mêmes choses, Non. mais est-ce que tu peux réexpliquer la différence, s'il te plaît? Souvent, ça va être la même chose si tu n'utilises aucun outil ou si toi-même tu l'optimises pas. De base, il va prendre la balise H1 pour créer la title. Après, si tu es sur WordPress, tu peux parfaitement dissocier le H1 de la balise title. Donc la balise title, c'est ce qui va apparaître sur Google. Le H1, ça va être logiquement, le premier titre de la page. Je dis logiquement parce que ça arrive. Ça arrive de le retrouver en bas de page ou d'en trouver 3, tu sais pas pourquoi, mais il y en a 3. Donc ça, c'est les erreurs des des personnes qui ont rédigé, c'est ça, qui ont mis 3 H1 alors qu'il doit en avoir qu'un. C'est quand même bien important de le préciser. On doit avoir un seul H1 par page, ou par article. Voilà. Ça peut être ça ou ça peut être des plugins. Je prends toujours le cas de WordPress. Ouais. Moi, j'ai vu ça justement il n'y a pas longtemps pour mon propre site. Tous mes articles, la section commentaires, le mot commentaire était en H1. Ouais, ça arrive quand il y a des sections en plus sur une page. Ouais. Là, c'est terrible, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc. Faites bien attention. Ok, ouais, faire gaffe à sa structure en fait de pardon, sa structure de titre H1, Attends. H2 à H6. Je te coupe, il y a Jarline justement qui posait une question par rapport à ça. Quand on rédige pour des clients, nous gérons H1, H2, H3 et le client a title. Alors non, si le client a... Alors ça dépend. Si le client a commandé un article sans optimisation SEO, ce qui est quand même dommage quand c'est publié sur le web, mais bon, s'il n'a pas demandé l'optimisation SEO, effectivement, tu vas juste mettre le H1, H2, H3, H4, même si c'est rare, mais voilà. En revanche, si tu as demandé une optimisation SEO, tu vas devoir toi-même indiquer le title de l'article. Voilà. C'est ça. Ok, question de Anouk. Elle n'a pas saisi pourquoi le lien sur Lire Plus est dommageable. Parce que tout simplement, il n'apporte rien en termes de lien. Lire Plus, ça ne te donne pas le thème de ce que tu vas lire, clairement. Entre cliquer sur Lire Plus et cliquer sur le titre de l'article, le titre de l'article, tu sais déjà, Google, lui, il va savoir déjà où il va. Lire Plus, il ne sait pas. Ça veut rien dire, ouais. Il ne sait pas à quoi ça correspond. C'est ça, puisque comme on le disait, Google a besoin de savoir déjà de quoi traite ton article et où tu vas emmener les visiteurs pour qu'ils vérifient que ce soit pertinent par rapport à ce que tu dis tout. Lire Plus, il ne comprend pas. Donc, il va pas forcément te pénaliser dans le sens, mais il ne va pas le compter. Alors que si tu mets sur un lien d'ancrage avec des mots-clés forts et qui correspondent au champ sémantique ou qui précisent bien là où tu veux les mener, il va te donner des bons points, une gommette verte. C'est ça. Et voilà. Ok. Je pense toujours qu'on va faire la dernière. Ouais, parce qu'on a bien dépassé là. Ouais. Toujours Anouk qui demande que penses-tu des social walls sur un site? Pas grand-chose parce que de manière globale, les liens seront nofollow. Ouais. Donc ils seront en ce qu'on appelle en nofollow. Donc ça veut dire que Google ne les suivra pas de toute façon. Donc tu peux parfaitement le faire. Ça pose aucun problème en termes de SEO. Alors, du coup, vu que tu as répondu très rapidement, j'ai une dernière question. C'est vraiment la dernière, après j'en ai plus de 200 à vous poser. C'est Nicolas qui demande à Inès, justement, quel est le travail du rédacteur web quand on lui donne un article à rédiger à partir d'un mot-clé? Le travail, c'est déjà de rédiger l'article, premièrement.
avec de la valeur ajoutée et qui soit agréable, etc. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et par rapport aux mots-clés, c'est de l'optimiser ensuite en SEO. Donc, ça va être l'enrichir avec le champ sémantique qui correspond au mot-clé sur lequel le client souhaite ranker. Donc, pour trouver ce champ sémantique-là, mais j'utilise personnellement one.fr, mais je sais qu'il y a aussi d'autres outils qui existent. Mais après, moi, je peux parler que de one.fr puisque c'est celui que j'utilise. On aura plein de mots-clés qui correspondent au champ sémantique. Donc, l'idée, c'est de les insérer de manière non repérable à 10 km, quoi. Donc, de manière fluide, que ce soit toujours agréable. Et mon rôle, c'est aussi d'optimiser les intertitres en mettant les mots-clés, en mettant les mots en gras bien choisis, en mettant des liens qui soient bien choisis aussi, et de rédiger, comme on le disait, le title, l'URL et la métadescription. Voilà. Et si j'ai un travail aussi d'image, mais ça aussi, c'est à la demande du client, je peux aussi chercher des images et bien remplir tout ce qui est balise alt, titre, etc. pour optimiser encore une fois le SEO. Voilà, je pense que c'est clair. Voilà. Question, c'est terminé. Bon, en Ça y tout est, cas, écoutez. merci à tous. Ouais. Et merci à toi, Inès, pour ce super webinaire. Merci à toi. C'est vrai qu'on s'est un peu chauffé soudainement tous les deux en se disant faut qu'on fasse un webinaire sur ça. C'est clair. C'était il y a quoi? Il y a 2 semaines, je crois, non? Quelque chose comme ça? Oui, oui. 3 semaines. C'était il n'y a C'est pas ça. longtemps. Et donc, ça nous a fait hyper plaisir de faire ça avec vous. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez eu plein d'informations. Si vous voulez continuer la discussion, on reste disponible sur nos réseaux sociaux respectifs. Et si vous voulez approfondir justement sur l'apprentissage du SEO, comme on l'a dit, il y a le booster avec Charlie qui ferme ses portes ce soir. Et de mon côté, il y a la formation Devenir rédacteur web qui est disponible dès maintenant et dont la mise à jour sera en ligne dès avril. Tu renvoies vite fait les 2 liens, Thomas? Comme ça, les gens peuvent aller voir les 2. Et ouais, il faut que je les retrouve. C'est bon, je les ai. Attends. Hop. Charlie et Inès. Donc, le booster. Et merci à Thomas aussi formation pour la modération. Avec plaisir. D'avoir pris un peu de temps pour nous. Ça m'a fait réviser aussi mes bases du SEO. Ça fait pas de mal de revoir un petit peu ces bases comme ça. C'était un vrai plaisir. C'est ça. Bon. On vous souhaite une bonne journée, bon repas, bon appétit, parce que j'imagine que vous allez aller manger. En tout cas, c'est ce que je vais faire personnellement. Ouais, moi aussi. Pareil. On rappelle, le gras, c'est la vie. Hein. Voilà, exactement. On terminera là-dessus. Hein.